Je vais vous parler aujourd'hui du piège du langage dans le champ de l'astrologie. Les mots-clés. Il n'y a pas de mots-clés. Il y en a très peu en tout cas. Il faut donner le là. Les mots n'ont de sens que si l'on détermine une tonalité majeure, un contexte majeur. Les mots particuliers exigent d'être replacés dans le cadre de quelque chose de général. C'est quelque chose que les astrologues ne veulent pas comprendre, c'est que c'est le général qui donne du sens au particulier, qui donne l'orientation, la signification fondamentale. Et le particulier ne fait que décliner, en quelque sorte, ce sens général. Mais encore faut-il disposer d'orientation générale, et ça c'est de l'ordre de la science. Il y a la science qui donne la tonalité générale, et puis il y a l'étude des contingences, des spécificités, des particularités, qui est totalement tributaire en principe de la science, mais qui tend parfois à s'émanciper de la science et à chercher à s'en passer. C'est la fameuse dialectique du grand et du petit, qui est au cœur de notre réflexion. Le grand, c'est la science, c'est le global. Le petit, c'est le particulier, c'est le singulier, c'est l'individuel. Et moi, je perçois épistémologiquement constamment une sorte de conflit, de combat entre ces deux plans. Et ceci nous ramène justement au cœur de notre débat d'aujourd'hui, de notre causerie d'aujourd'hui, à savoir que la plupart des mots que nous employons ne font pas sens s'ils ne sont pas resitués. Je pense au mot guerre, par exemple. Une guerre, ça ne veut rien dire, une guerre. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une guerre de conquête, une guerre d'indépendance, une guerre civile, une guerre de religion. Donc, dire dans une prévision ou tout simplement dans une description qu'il y a guerre, on n'est pas plus avancé. Un autre mot qu'on pourrait pouvoir employer pertinemment, à tort d'ailleurs, c'est le mot démantèlement. On pourrait dire qu'il y a des périodes de démantèlement, mais qu'est-ce que c'est qu'un démantèlement ? Je emploie ce mot-là parce que je viens de l'entendre ce matin aux infos, à la radio. L'Irak serait démantelé, serait en passe d'être démantelé. Est-ce qu'il y a des périodes, au niveau des phases, qui sont des périodes de démantèlement ? Tout mouvement, tout processus conduit à un démantèlement en réalité. Il y a le démantèlement des empires, mais les empires eux-mêmes peuvent produire du démantèlement. Si un empire s'approprie des morceaux de tel et tel pays pour se constituer, eh bien ces pays vont eux-mêmes être démantelés. Tout comme si un empire se disloque, il sera lui aussi démantelé. Donc, il ne faut pas figer les mots. Il faut les replacer, les resituer. Mais les mots en eux-mêmes, isolément, ne veulent rien dire de spécifique. Ou du moins, ils peuvent dire tout et n'importe quoi et le contraire de tout. Je dis ça parce que j'ai écrit récemment sur le rapport des femmes avec les mots. Et j'ai reproché aux femmes, justement,
que j'ai signalé chez les femmes cette tendance à accorder une question très précise au mot. Tel mot veut dire ceci, tel mot est bien, tel mot est mal, tel mot est interdit, tel mot est permis. C'est ce que j'ai appelé de façon un peu provocatrice le racisme des mots, qui n'est pas moins pire que le racisme des personnes. Pourquoi? Parce qu'en plus, le racisme des mots est totalement anti-scientifique. Quelqu'un qui pratique le racisme des mots n'a aucune vocation à la recherche scientifique. Et quand je dis scientifique, c'est aussi la recherche philosophique, la recherche sociologique, tout ce qui est de l'ordre de la capacité de rassembler des choses différentes qui s'appellent différemment en un seul et même système, en un seul et même concept. Mon concept lui-même impliquant l'idée de rassemblement. Donc le racisme des mots condamne celui qui en est porteur, celui qui en est le véhicule, à une certaine impuissance épistémologique et intellectuelle. Et en revanche, effectivement, il va alimenter une certaine forme de conviction un peu primaire. Le racisme des mots, c'est lié évidemment à la question des sens. Si on a une prédominance d'un sens de l'ouïe, on va accorder de l'importance aux mots. Si on a une prédominance du sens de la vue, on va donner de l'importance à la couleur, au sexe, tout ce qui est apparent. Et l'apparence, c'est quelque chose qui existe, quelque chose qu'on instrumentalise, quelque chose qui nous marque. On a des repères visuels, certaines personnes, les hommes notamment ont des repères visuels, et les femmes ont des repères linguistiques, si on peut dire. Et je voudrais préciser à ce sujet que le temps n'est pas le même pour la vue et pour l'ouïe. On peut jeter un coup d'œil sur quelque chose, et en un instant, Augenblick en allemand, toujours le coup d'œil, en un instant, on sait de quoi il s'agit. En revanche, en ce qui concerne l'équipement auditif, c'est beaucoup plus long. Il faut écouter, laisser le temps passer. Il faut laisser le discours se dérouler. Donc déjà, le rapport au temps est encore différent. Tout cela pour dire à quel point la coexistence, la cohabitation entre hommes et femmes est problématique, à plus d'un titre. Problématique parce que la pensée qui a besoin de silence ne s'accorde pas bien non plus du bruit de la voix, du chuchotement, du murmure, des paroles, qui sont souvent d'ailleurs dénuées d'intérêt, qui sont simplement des volontés de donner signe de vie, puisque quand on ne regarde pas, quand on ne voit pas, quand on est aveugle, eh bien, il faut à chaque instant, en quelque sorte, produire du son, produire quelque chose. Alors que si quelqu'un me regarde, j'ai rien à faire. On regarde. C'est pas fatigant pour moi d'être regardé. Par contre, c'est fatigant de me faire entendre, de produire du son, de dire quelque chose, de me souvenir de quelque chose. Donc, c'est de plus en plus un problème. Mais je reviens à notre affaire mondiale, mais tout est lié, n'est-ce pas? Tout est lié. Notre façon de capter les choses est liée à notre structure sensorielle, qui n'est pas une structure sensorielle que nous avons, nous, constituée d'après notre propre environnement, mais qui est la structure sensorielle qui est liée à un atavisme extrêmement ancien de plusieurs millénaires, dont nous sommes les héritiers, dont nous sommes la prolongation. Je ne reviendrai pas sur ce point. Je dirais simplement, pour parler au niveau de la prévision astrologique, que
question, c'est le grand et le petit. C'est pas la question du démantèlement. Le démantèlement, par rapport à quoi, pourquoi faire? Pour arriver où? Les mots ici ne sont que des moyens par rapport à une fin. Et est-ce que la fin, FIN, implique une réduction de la taille des choses ou au contraire une augmentation de cette taille? C'est ça le vrai problème. D'ailleurs, André Barbeau l'avait pressenti quelque part, malgré tout, lorsqu'en 1967 il parle de la nutrition planétaire, à partir des 5 planètes les plus lentes qu'il connaissait à l'époque, qui étaient reconnues à l'époque, et qui ne le sont plus aujourd'hui, notamment dans le cas de Pluton, il disait il y a les périodes de guerre mondiale et les périodes où, au contraire, les conflits deviennent plus locaux. En ce sens-là, il distinguait en effet le grand et le petit. Si ce n'est que par la suite, quand il voudra commenter les événements de 1980, les années 80 plutôt, qui n'ont pas donné de dimension globale, il dira, ben oui, mais il y a eu quand même des conflits régionaux. Ben oui, mais les conflits régionaux, c'est pas la même chose que les structures globales. Donc il faudrait savoir ce qu'on dit. Parce que justement, si on fait une collision qui implique deux choses contradictoires, ça va plus. Donc, dans le cas de l'État islamique, qui menace le démantèlement effectivement d'Irak, l'État islamique qui a des ambitions considérables, j'en dirais même des ambitions impériales. Il se présente comme un califat, donc comme une instance d'autorité religieuse qui concerne l'ensemble du monde musulman. Ce n'est pas rien. On n'est pas dans le petit, on n'est pas à la petite échelle. Donc voilà, c'est ça la difficulté. C'est pas une difficulté à partir du moment où on a les moyens qu'il faut. Mais si on ne donne pas le là, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une dynamique d'agrandissement, d'accroissement ou au contraire de rapetissement, de rétrécissement, ça ne veut plus rien dire. L'astrologie, elle est là pour donner le là. Donc si cela n'est pas donné par l'astrologie, elle ne sert à rien. Le grand et le petit, c'est fondamental. Au début de la vie, nous vivons dans un monde restreint. Celui de nos parents, de notre famille, de notre maison. Ça correspond d'ailleurs aux premières maisons astrologiques. Les 4 premières maisons en tout cas. Et ce n'est qu'ensuite que le champ s'élargit, que on va rencontrer des personnes autres, ailleurs, on va voyager, on va s'ouvrir au monde. C'est ce que j'appelle désormais le vol de l'aigle, l'oiseau qui sort de sa cage. La cage étant le cadre des premières années, et quand la cage s'ouvre, quand la maison s'ouvre, quand la famille s'ouvre, eh bien on a l'aigle. Je dis l'aigle, pas par hasard, puisque l'aigle est une des 4 créatures de la vision d'Ézéchiel qu'on retrouve dans 4 évangiles et dans le Sphinx. Ce sont les ailes. L'aigle s'oppose au lion parce qu'il a des ailes. Il s'oppose au taureau parce qu'il a des ailes. Et ça change tout. L'aigle représente le grand, la vision panoramique. Le taureau représente ce qui est petit, le précaré, où la vache va brouter.
opposition aussi entre l'aigle et la poule qui ne vole pas. L'opposition entre la chenille et le papillon, qui là est une opposition diachronique. C'est-à-dire, la chenille ne peut pas devenir papillon. Donc, ce sont des notions fondamentales que le grand et le petit, que le rétrécissement, l'affléchissement vont faire la croissance. Je renvoie d'ailleurs aussi à la sexualité masculine. Donc, la clé de l'astrologie, aussi bien psychologique que prévisionnelle, dans la sphère privée comme dans la sphère publique, c'est la notion d'échelle, de grandeur, d'ordre de grandeur. Psychologiquement aussi, il y a des gens qui ne voient que par le petit bout de la lorgnette, à leur petit niveau, au niveau de leur petit moi, leur petite culture, leur petit bagage, de ce qu'ils ont appris. Comme ils disent parfois, moi j'étais pas là. Je ne sais que ce qui me touche directement. Et puis il y a des gens qui ont une vision beaucoup plus large des choses, qui ont une connaissance, une culture générale beaucoup plus développée. Donc ça aussi, c'est déjà un trait psychologique qui est aussi un trait qui distingue, selon moi, les hommes et les femmes. Les hommes étant plutôt dans le grand et les femmes dans le petit. Et au niveau cyclique, eh bien, il y a des périodes qui sont favorables à des petites unités, et donc qui vont multiplier le nombre des cloisonnements, des entités. Et puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Il y a trop de diversité, de biodiversité. Il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de communication. Tout se cristallise, tout se fige à un petit niveau. Et alors là, il y a besoin justement de cette dimension aquilène, sur de l'aigle, qui va prendre de la hauteur, qui va s'élever, on va élever le débat. Et à ce moment-là, on va aller vers le grand et on va décloisonner ce qui est de l'ordre des petits clivages, des petits patois, pour établir une communication plus globale, à un autre niveau, à un niveau plus élevé. Donc, ça peut se faire par la guerre dans tous les cas de figure. La guerre peut venir de 1989 avec le démantèlement de l'empire russo-soviético-communiste, qui va donc rapetisser un petit peu les données de l'Europe de l'Est, alors qu'en face il y a une Europe de l'Ouest qui reste quand même solidaire, qui reste autour d'une union. Mais on sait que par la suite, tous ces pays qui sont sortis en 89 ont rallié cette Union européenne. Y compris d'ailleurs le cas de l'Ukraine, qui fait partie de l'ex-URSS, qui va elle-même se disloquer et se démanteler. Et l'URSS peut aussi, à un autre moment, enfin la Russie peut à un autre moment, essayer de reconstituer son empire, de récupérer des satellites, comme la Biélorussie, comme le Kazakhstan, et d'autres, au nom d'ailleurs, entre parenthèses, d'une présence russe dans certains cas, comme dans certains pays baltes, et notamment comme dans le cas de la Crimée ou de l'Est de l'Ukraine. Alors, nous sommes actuellement avec un Saturne qui est au milieu du Scorpion. Nous sommes actuellement au milieu
milieu d'une période de grandeur, d'ouverture, et non pas de fermeté. C'est ça qui donne le là. Et ce n'est pas encore totalement le cas, il faut le reconnaître, mais il faut s'attendre à ce que ça se renforce au cours de l'année qui vient, au cours des 18 mois qui viennent. On en a déjà des exemples nombreux dans le domaine des entreprises, dans le domaine économique. Tous ces problèmes, tous ces débats sur le niveau d'Alstom, de GE, de SFR, de Bouygues, etc. On n'arrête pas de parler de ces questions-là. Dans le domaine politique, ça bouge beaucoup. Pour l'instant, on a l'impression d'une crise, mais ça peut déboucher, ça devrait pouvoir déboucher sur quelque chose d'assez global, même de façon assez surprenante. Et là encore, il faut ne pas être prisonnier des mots. Il faut être capable de dire que tel programme et tel autre programme ne sont pas fondamentalement incompatibles. La notion même d'incompatibilité, d'ailleurs il faut le dire comme ça, c'est un mot, c'est un adjectif, un épithète, l'incompatibilité, qui est typiquement cloisonnant et vénusien au sens où je l'entends dans mon langage. C'est-à-dire qu'on dit telle chose et telle chose ne vont pas ensemble, n'ont pas de rapport entre elles. Ça, c'est évidemment pas dans la dynamique de la grandeur. La dynamique de la grandeur, c'est de rapprocher les choses. Des choses qui semblaient séparées par la géographie, par la sémantique, avec des diabolisations de personnes, de mots, de partis, et l'homme de la situation en phase martienne, c'est justement de casser ces cloisons, ces limites, de les faire tomber. Et pas seulement sur le plan militaire, mais sur le plan du langage, sur le plan des traditions. C'est une problématique de rapprochement, pas de rapprochement au sens de rapetissement, mais de rapprochement au sens d'ouverture, au sens d'abolir les distances. Donc, je terminerai là-dessus, on ne peut pas faire de la bonne astrologie si on n'a pas le là. Le là, il est donné par le modèle universel. C'est ce qu'avait bien compris, je répète encore une fois, André Barbeau. Si son système, bon, sur le plan de la pensée, si son système avait été valable, il eût donné le là. Il eût dit à quel moment il est souhaitable d'ouvrir, de joindre, puisque le système est fondé sur les conjonctions, de joindre les choses, de les relier, et autrement, il est souhaitable de les séparer, de les disperser, de les diversifier. Donc, sur le plan conceptuel, André Barbeau avait raison. En revanche, c'est là que le bas blesse, en revanche, le modèle qu'il a élaboré sur la base d'un bouquet de planètes, d'un bouquet de conjonctions, est un modèle qui est mal conçu, qui est mal pensé. Mais on ne peut pas lui retirer le mérite d'avoir intuitivement compris cette dialectique du grand et du petit, même s'il ne l'a pas dit explicitement de cette façon. Et même s'il n'a pas tiré toutes les conséquences et toutes les implications.
l'idée d'un modèle universel, c'est de donner le là et de le donner en termes de grand et de petit. Tout ce qui est grand est favorisé quand il y a conjonction, et tout ce qui est petit est favorisé quand il y a disjonction. En réalité, ce n'est pas du tout cela. Et c'est là qu'il y a une erreur de raisonnement de la part de Barbault, c'est que c'est l'inverse. La conjonction, c'est le petit, et la disjonction, c'est le grand. J'ai donné tout à l'heure l'exemple. Ça, c'est un problème fondamental. C'est pour ça que je parle d'ingénierie. Il faut être capable de repenser la totalité des composantes et des données et des paramètres en réalité. Le début d'un cycle se situe dans le petit, non pas dans le grand. Le grand, c'est plus tard. C'est comme une plante, au début, elle n'est pas grande, elle est petite. Donc la conjonction ne peut pas désigner ce qui est grand, car la conjonction, c'est la naissance de quelque chose. Donc là, il y a un piège sémantique dans lequel moi-même je suis tombé à certains moments. Hein, dire la conjonction, ben, c'est justement ce qui va faire la grandeur. Ben non, non. À ce niveau-là, la conjonction, c'est tout simplement, d'un point de vue purement technique, le début de quelque chose, la conception. Et la grandeur, ce sera au contraire lorsque les choses lorsque le temps aura passé, lorsqu'il y aura eu maturation, lorsque le fruit aura eu le temps de mûrir. Donc là, nous avons des pièges qui tiennent à une forme d'analogie, de symbolique qui est plus ou moins bien comprise. Et là encore, il faut avoir le global pour situer les choses, pour les interpréter correctement. Voyez-vous tous les pièges qui se présentent en amont. Si on ne maîtrise pas ce qui est en amont, si on ne fait pas le cadre global, on va dire des bêtises en aval. C'est clair.